Nos invités. Bonjour, bienvenue dans le débat de France 24. On s'intéresse à l'Égypte ce soir et à cette attaque meurtrière contre le poste de Rafah, à la frontière avec Israël. Un commando armé venu du Sinaï a tué 16 soldats égyptiens et a réussi à pénétrer en territoire hébreu avant d'être abattu par l'armée israélienne. Le nouveau président égyptien affirme vouloir reprendre le contrôle de cette région désertique, le Sinaï, mais Mohamed Morsi n'a pas les mains libres. Il doit composer avec l'armée qui détient toujours les leviers du pouvoir. Il doit aussi composer avec sa base. Les frères musulmans demandent d'ores et déjà la révision du traité de paix avec Israël. Mohamed Morsi face aux défis sécuritaires, on en parle avec nos invités ce soir sur France 24, avec Jean Maher, président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24. Masri Feki est avec nous également, écrivain, chercheur en géopolitique à Paris 8. Et Taoufik Aklimandos est sur ce plateau, historien au Collège de France, spécialiste de l'Égypte. Et depuis Marrakech, Ofer Bronstein est en duplex avec nous. Ofer Bronstein, président du Forum pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient. On va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, on regarde un récapitulatif des dernières 24 heures. Les décombres de l'attaque la plus meurtrière depuis des décennies dans la région du Sinaï. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est venu constater les dégâts en personne. 16 gardes frontières égyptiens ont été tués. Les assaillants ont ensuite utilisé un blindé pour traverser la frontière. Une fois en territoire israélien, l'armée a dû intervenir pour les neutraliser. Une attaque qui, pour les autorités israéliennes, aurait pu être bien plus grave sans l'aide des services secrets du pays. Il est évident que l'Égypte et Israël ont un intérêt commun dans la sécurisation de la frontière. Et quand il s'agit de la sécurité des citoyens, Israël a le droit et doit compter uniquement sur lui-même. Pour l'État hébreu, l'Égypte doit restaurer la sécurité dans le Sinaï et lutter contre le terrorisme. C'est dans cette région que des activistes se cachent depuis la chute de l'ancien président Hosni Moubarak. L'armée égyptienne a laissé la situation se dégrader. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, Mohamed Morsi s'est engagé à reprendre en main le Sinaï. Cet incident ne va pas rester impuni. Nos forces armées vont prendre le contrôle total de ces zones du Sinaï, les sécuriser. Et ceux qui ont commandité cette attaque vont payer très cher pour cela. Un premier test pour le nouveau président égyptien qui porte les couleurs des frères musulmans. Sur le terrain diplomatique, il devra affronter la pression d'Israël et du Hamas. Mais Mohamed Morsi devra aussi cohabiter avec l'armée égyptienne qui a gardé le contrôle de la sécurité nationale. Et on va poser la première question à notre invité au Maroc, Ofer Bronstein, qui est président du Forum pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient. Monsieur Bronstein, le scénario d'un président islamiste aux frontières avec Israël, c'était le scénario que voulait éviter Tel Aviv. Et aujourd'hui, on voit des attaques perpétrées qui visent l'État hébreu. Tout ça, c'est un peu le cauchemar d'Israël, non ? Oui, on est témoin depuis ces derniers mois déjà d'une recrudescence d'attaques à partir du Sinaï qui est devenue une zone de non-droit. Le Sinaï aujourd'hui c'est un no man's land. Les accords de Camp David préconisent que très peu de militaires égyptiens peuvent être présents dans le Sinaï. C'est une force d'intervention internationale très peu armée et démunie en matériel et en hommes qui est présente. Et ces dernières années, c'est devenu le paradis des terroristes, des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue et d'un passage illégal de milliers d'immigrés d'Afrique vers Israël. On a vu ces derniers mois aussi à plusieurs fois le gazoduc qui faire du gaz de l'Égypte vers Israël a été endommagé et à plusieurs reprises, 7 ou 8 fois déjà ces derniers mois, le gaz n'a pas pu être transféré vers Israël. Donc ce n'est pas la première attaque terroriste à partir du Sinaï vers Israël. Il faut savoir aussi. Mais en revanche, ce qui change, je vous interromps un instant, ce qui change quand même aujourd'hui et ce qui est nouveau, c'est que les frères musulmans, qui sont le parti dont est issu le président égyptien, demandent pour la première fois une révision du traité égyptien. Ce n'est pas la première fois qu'ils le demandent, mais c'est la première fois qu'ils le demandent depuis qu'ils sont au pouvoir.
Absolument. Ce que demande monsieur le président Morsi aujourd'hui, qui doit faire face à une crise sans précédent entre l'Égypte et Israël, et entre, comme vous l'avez dit, sa base, les militaires et les salafistes. Et n'oublions pas que les salafistes en Égypte, à part les frères musulmans qui sont au pouvoir, ont obtenu presque un quart des membres de parlement à l'Assemblée nationale égyptienne lors des dernières élections. Donc il va devoir conjuguer avec des forces contradictoires. Il veut reviser les accords de paix avec Israël pour permettre à une force militaire beaucoup plus importante de se déployer dans le Sinaï, ce que je sais, Israël ne veut pas. Mais on voit déjà aujourd'hui 2 navires de guerre se déployer dans la mer Rouge, l'aviation égyptienne intervenir dans le Sinaï, comme l'aviation israélienne. C'est apparemment une opération de grande envergure qui a eu lieu hier, puisqu'on parle d'un commando de 35 personnes, 16 morts du côté égyptien. La ville de Rafah, qui est une des plus grandes villes de la zone de Gaza, complètement bloquée. C'est un exercice de pouvoir très délicat auquel doit faire face le président Morsi, qui en ce moment même doit être à Rafah, sur le lieu de l'attentat d'hier soir. Israël et l'Égypte vont devoir gérer d'une façon intelligente, j'espère, une crise sans précédent. Israël ne veut pas que l'armée égyptienne se déploie plus massivement dans le Sinaï. C'est ce que demande le président Morsi. On va voir dans l'avenir si ça sera possible ou pas. Masri Feki, renégocier le traité de paix avec Israël, c'est ce que redoutait Tel Aviv par-dessus tout. Est-ce que ça vous semble réaliste, envisageable ? Non, ça me semble pas du tout réaliste. Il y a un statu quo qui est en vigueur depuis la signature du traité de paix entre l'Égypte et Israël. Et je pense que toucher à ce statu quo pourrait provoquer des demandes de révision interminables par la suite. Donc il faut le garder tel quel. D'ailleurs, l'armée égyptienne ne souhaite pas sa révision. Telle était aussi la position des candidats à la présidence qui étaient proches de l'armée. Mohamed Morsi, tout comme les nationalistes en Égypte et les mouvements islamistes, sont d'accord sur ce point. Il avait laissé entendre pendant la campagne qu'il pourrait y avoir une révision. Oui, absolument. Je disais que contrairement donc aux candidats proches de l'armée, les candidats islamistes, tout comme les nationalistes, sont d'accord pour réviser le traité. Réviser le traité, en commençant par la clause concernant la démilitarisation de la zone C du Sinaï, c'est-à-dire la zone frontalière, sous prétexte de lutter contre les actes, les terroristes entre guillemets, puisqu'ils les appellent tantôt de terroristes, tantôt des résistants, mais bon, en tout cas ceux qui utilisent des armes pouvant nuire aux intérêts de l'Égypte. Alors aujourd'hui, bien entendu, Morsi va profiter de cette situation pour essayer de revenir sur sa promesse électorale consistant à réviser le traité de paix. Taoufik Eklimandos, il semble y avoir un paradoxe quand même dans la position israélienne. Les autorités israéliennes avaient averti depuis plusieurs jours il y a un risque d'attentat dans le Sinaï. Ils demandent aujourd'hui aux Égyptiens d'être beaucoup plus vigilants quant à la sécurité, mais en même temps, ils ne sont pas favorables à une révision du traité qui permettrait d'avoir plus d'hommes, plus de soldats égyptiens. Alors, dans cette région du Sinaï. Notez que pour moi, la grosse nouveauté, c'est une attaque directe contre l'armée égyptienne. Il y a 16 morts, c'est pas rien. Je suis très content qu'il n'y ait pas eu plus de dégâts du côté israélien, mais c'est quand même d'abord une attaque contre l'État égyptien et qui est extrêmement grave. Sur la position du président Morsi, moi je serais assez enclin à le prendre au mot. Étant entendu de dire, comment vous dire, que s'il n'y a pas d'accord possible, on garde le statu quo, c'est les accords de Camp David. Mais s'il veut signer un accord reconnaissant Israël, moi, à la place d'Israël, je creuserai la piste quand même. S'il dit qu'il veut revoir le traité, il est obligé de traiter avec Israël. Donc moi, à la place des Israéliens, je creuserai la piste. Je ne dis pas que j'accepterai n'importe quoi ou vice-versa, mais on peut lire la demande de Morsi de manière différente, soit de dire que le traité de Camp David est extrêmement préjudiciable à l'Égypte, je ne le pense pas, mais c'est ce qu'il veut dire, et que dans ces conditions, il ne faut pas le respecter. C'est une manière de lire ce qu'il a dit, et une autre manière de le lire, c'est nous sommes prêts à négocier avec Israël. Alors je pense que c'est surtout le premier sens qu'il voulait, mais pourquoi, à la place des Israéliens, c'est pas à moi de leur donner des conseils, mais je creuserai la piste, voir qu'est-ce qu'il veut. C'est intéressant de voir que cette demande de renégociation émane
des frères musulmans. Ce n'est pas Mohamed Morsi lui-même qui l'a formulé. C'était dans son programme. C'était dans son programme présidentiel. Il l'a dit. Après, on ne sait jamais dans ce genre de cas qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que moi, je serais assez enclin d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire précisément. Et pour vous répondre, la situation est surtout très critique du côté de Rafah et de Sheikh Zoued. Il y a régulièrement des problèmes dans le coin. On sait qu'à El Arish, il y a par contre une forte présence policière égyptienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, le problème dans ce genre de cas, les Israéliens vous diront que la présence égyptienne est quand même en deçà de ce que le traité permet. Les Égyptiens diront que tant que le traité ne leur permet pas plus... Donc, selon les Israéliens, même dans le cadre de ce traité, les Égyptiens pourraient faire plus en termes de sécurité. Je crois que c'est ça leur position. Les Égyptiens pensent que, comment vous dire, qu'il est difficile de faire plus. C'est-à-dire qu'envoyer plus de monde, c'est comment vous dire, exposer davantage de gens sans qu'ils aient vraiment les moyens d'assumer l'ordre. Personnellement, après, encore une fois, je ne suis pas diplomate, je serais assez enclin à dire pourquoi ne pas revoir le traité, étant entendu que c'est un bon test pour tout le monde. Quoi. Et que si on n'aboutit pas, on garde l'ancien. On va regarder rapidement une carte du Sinaï. Il faut quand même préciser pour nos téléspectateurs que le Sinaï est une vaste étendue désertique qui est extrêmement difficile à contrôler, notamment de par sa taille. Une vaste étendue désertique où des groupes armés ont proliféré de tout temps. Alors il y a les Bédouins originaires du Sinaï qui revendiquent ce territoire, mais il y a aussi, et récemment on parle d'une recrudescence de groupes djihadistes, il y a aussi d'autres groupes armés qui circulent, il y a des trafics en tout genre sur ce territoire. Jean-Maher, de tout temps, y compris sous Moubarak, le Sinaï a été une région de l'Égypte qui était particulièrement difficile pour le pouvoir central, particulièrement difficile à garder, à sécuriser. Oui, certainement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'attentats qui ont été réalisés contre les touristes. On a laissé faire, Moubarak a laissé faire, les frères musulmans qui ont le pouvoir avec M. Morsi sont responsables de continuer de le laisser faire. C'est tout simplement des groupes armés terroristes. Ils sont capables et ils ont les moyens de pouvoir arrêter ces gens. Donc, ils veulent profiter de l'occasion. Quand on dit revoir le traité de paix, ce n'est pas seulement parce que pour sécuriser le Sinaï. Les frères musulmans ne veulent pas de paix avec Israël. Ils sont clairs. Absolument. Ils n'en veulent pas. Et donc, ils ont toutes les occasions sont bonnes pour commencer à en profiter. On commence d'abord pour voir les problèmes de sécurité dans le Sinaï, mais on remettra en cause tout le reste et tout ce qui a été accompli par Sadat. Donc aujourd'hui, moi je dis la responsabilité de ce qui se passe, c'est la responsabilité du président Morsi. C'est la responsabilité des frères musulmans. Qui est au pouvoir depuis un mois. Il est au pouvoir. Oui, depuis un mois seulement. En un mois, on peut faire beaucoup de choses. Sécuriser. Il faut pas dévier l'attention des Égyptiens internement et du monde entier sur le problème réel en Égypte. Le problème réel aujourd'hui n'est pas Israël. Et Morsi a ouvert les frontières. Les frères musulmans et le Hamas, c'est des cousins germains, il faut le savoir. Il a ouvert les frontières pour que les gens de Gaza entrent dans les frontières égyptiennes. On parle même de leur donner très rapidement la nationalité égyptienne. Donc il y a un plan sur le fait de laisser faire pour que les Palestiniens, y compris le Hamas, passent petit à petit dans le territoire égyptien. Et s'il va leur donner en plus la nationalité, vous voyez, on va. Donc le problème aujourd'hui de l'Égypte, ce n'est pas de revoir le traité de paix. Là, il faut sécuriser, c'est certain. Les terroristes, il faut mettre les moyens. Et je pense que s'ils négocient avec Israël uniquement sur les moyens à mettre en place pour la sécurisation et non pas revoir le traité de paix globalement, je pense qu'ils réussiront. Mais le problème réel aujourd'hui, c'est les femmes qui se font violer en public. C'est le Parlement où il n'y a plus rien. C'est la commission de la Constitution qui fonctionne alors qu'ils sont en train d'islamiser le pays. Là, vous évoquez effectivement tous les problèmes internes à l'Égypte qui sont absolument centraux dans ce débat. Et on va en parler, mais on va évoquer ça plutôt en deuxième partie. Je voudrais revenir sur la relation entre les frères musulmans et le Hamas. Parce que Jean-Maher nous disait qu'ils sont cousins germains. C'est exact, absolument.
voilà, on arrive au point, à la question centrale. C'est-à-dire que vouloir augmenter le dispositif sécuritaire au Sinaï, c'est comme guérir un cancer avec un Doliprane. Vous voyez, il faut s'attaquer au vrai problème. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est le Hamas, quand même. Le vrai problème, c'est le Hamas. On va faire intervenir Ofer Bronstein tout à l'heure, qui veut réagir à ça. Très bien. Et il ne faut pas non plus oublier quel était l'objectif de cette attaque-là. L'objectif, ce n'était pas de viser des soldats égyptiens. L'opération a mal tourné, mais l'objectif, c'était d'entrer en territoire israélien, ce qui a été réussi, et de déclencher, de provoquer Israël pour déclencher une riposte de la part d'Israël et de faire entrer l'Égypte dans une confrontation avec Israël. Une confrontation dont l'armée égyptienne n'en veut pas, dont l'opinion publique égyptienne n'en veut pas, et dont les frères musulmans, et encore plus les salafistes, veulent. C'est ce qu'ils cherchent depuis très longtemps. Donc pour vous, le Hamas est derrière. Non seulement le Hamas est derrière cette attaque, mais en plus, il a voulu lancer. Non, je ne parle pas du Hamas, je parle des islamistes de la bande de Gaza qui ne sont pas en opposition avec le Hamas. Le Hamas laisse faire. Ofer Bronstein, on va vous faire intervenir dans juste un instant. Le Hamas n'a jamais pris des mesures rigoureuses pour mettre fin ni aux roquettes lancées sur le territoire israélien, ni sur les infiltrations de terroristes. Et il les a même pas dénoncés. C'est une question de volonté politique. Il n'est pas derrière, mais il n'a rien fait pour arrêter. Oui, ce qui est nouveau juste aujourd'hui, c'est que le Hamas, aujourd'hui, tout comme le djihad islamique, qui est le deuxième mouvement puissant islamiste dans la bande de Gaza, et qui est, selon certaines sources sécuritaires, qui serait impliqué dans l'attaque d'aujourd'hui, ces deux mouvements-là sont aujourd'hui en train de décliner, parce que leur allié, leur bailleur de fonds dans la région, le régime syrien, est en train probablement de s'effondrer, et qu'ils ont rompu avec la Syrie dans les semaines qui viennent de s'écouler, notamment le djihad islamique, dont des éléments importants en Syrie ont été arrêtés par la sécurité syrienne, parce qu'évidemment, islamistes et sunnites, ils ne peuvent rester les bras croisés face aux actes de Bachar el-Assad. Et d'autre part, le Hamas également vient de fermer son bureau politique à Damas, le bureau donc dirigé par Khaled Mashal. Et donc, cette situation-là met le Hamas dans une situation de difficulté. Ofer Bronstein. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Hamas aujourd'hui de voir une recrudescence de violence et de mettre en porte-à-faux leur allié. Et comme ça a été dit, l'allié principal aujourd'hui du Hamas, c'est le gouvernement de M. Morsi. Ce sont les frères musulmans qui sont au pouvoir en Égypte. Donc, ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Hamas. Il n'a ni commandité cette attaque d'hier, ni soutenu, ni revendiqué. Donc, soyons vigilants, ne faisons pas d'amalgame. Il y a d'autres éléments terroristes, extrémistes, qui veulent mettre en porte-à-faux à la fois le Hamas, à la fois le président Morsi et bien entendu le gouvernement israélien. Mais vous savez, dans chaque crise, il y a aussi des opportunités. C'est le moment à la fois pour les Israéliens, à la fois pour les Égyptiens et à la fois pour le Hamas de prouver qu'une coopération militaire, sécuritaire, d'information, des services de renseignement peut se créer, peut être redynamisée, comme ça existait auparavant entre l'armée égyptienne et l'armée israélienne, comme ça existe d'ailleurs toujours entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne. Et là, le Hamas doit prendre ses responsabilités, ne doit pas mettre en difficulté ni le président Morsi, ni les frères musulmans. D'ailleurs, n'oublions pas qu'il y a 2 semaines, la première visite dans la région de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a été d'aller voir le président Morsi pour que justement il garantisse la pérennité des accords de paix avec Israël, qui garantissent un équilibre de pouvoir avec l'armée. Donc je crois que dans cette crise, il y a peut-être une opportunité de responsabiliser le Hamas. Merci Ofer Bronstein. On va reprendre le fil de la conversation dans quelques instants pendant la deuxième partie du débat. C'est dans un instant après la pause.